je ne vais pas vous parler de Genet comme ça annoncé, parce que c'est pour un autre colloque, et c'est d'ailleurs à la faveur de conversations sur cet autre colloque avec Myriam, qui sera consacré à Yannick Enel, que vous m'avez gentiment, Myriam, proposé d'intervenir dans ce colloque-ci, alors que je ne suis pas du tout un spécialiste de rite, mais que parfois, par coïncidence ou connivence, je peux travailler cette question, notamment par rapport à Klaus Mann, qui a été dans une période charnière de l'histoire, c'est-à-dire les années 20 et les années 30, un acteur, un intellectuel et un écrivain qui s'est battu beaucoup par les textes et l'écrit sur une vision de la culture, de la civilisation, de la démocratie, qui était parfois à maille à partir avec certains tenants d'une vision de la culture ancrée dans des héritages, des rites, des soucis d'origine qui ont pu conduire là où on sait, c'est-à-dire au pire. Donc vraiment, j'interviens en espérant ouvrir quelques perspectives très modestement, quelques réflexions, quelques audaces peut-être, mais j'espère qu'elles seront pardonnables et pas trop audacieuses pour le coup. Voilà, donc quelques aspects généalogiques que je placerai à partir du 19e siècle en faisant un tracé jusqu'au 20e et puis jusqu'à nous. Je voudrais commencer tout simplement d'abord par un extrait d'un récit, d'un texte que Gershom Scholem raconte dans ses grands courants de la mystique juive. C'est un texte qui ouvre par ailleurs un livre d'Agamben dont il se sert pour exprimer des idées sur la littérature. Le texte tel qu'il est rapporté par Scholem dit ceci. Quand le Baal Shem avait une tâche difficile devant lui, il allait à une certaine place dans les bois, allumait un feu et méditait en prière. Et ce qu'il avait décidé d'accomplir fut fait. Quand une génération plus tard, le Maguite de Méséritz se trouva en face de la même tâche, il alla à la même place dans les bois et dit « Nous ne pouvons plus allumer le feu, mais nous pouvons encore dire les prières. » Et ce qu'il désirait faire devint la réalité. De nouveau, une génération plus tard, Rami Moshe Lib de Sassov eut à accomplir cette même tâche. Et lui aussi alla dans les bois et dit « Nous ne pouvons plus allumer un feu, et nous ne connaissons plus les méditations secrètes qui appartiennent à la prière, mais nous savons la place dans les bois où cela s'est passé. Ce doit être suffisant, et cela suffit. » Mais quand une autre génération fut passée, et que Rabbi Israël de Rishon, invité à accomplir la même tâche, s'assit sur son fauteuil doré dans son château, il dit « Nous ne pouvons plus allumer le feu, nous ne pouvons plus dire les prières, mais nous ne savons plus la place non plus, nous ne pouvons plus dire les prières, nous ne savons plus la place, mais nous pouvons raconter l'histoire de comment cela s'est fait. Et encore une fois, cela suffit. » Agamben y voit, lui, une vision de la littérature, une définition possible de la littérature, c'est-à-dire le récit de ce qui fut un jour, imaginaire ou pas, fantasmé ou pas, et que l'on peut juste plus que raconter, mais que cela suffit cependant pour accomplir un geste de création et accomplir ce qu'il appelle une tâche difficile. Il se pourrait que tout art, toute création puisse son origine dans ce moment effacé, introuvable du feu et de la prière. Chaque œuvre en serait le témoignage, la quête de ce qui un jour fut possible, la tâche difficile à accomplir. Appelons l'art ou la création, cette tâche difficile. Il y a eu une règle pour l'agir, une solution, une formule, une conduite à suivre. Or, nous l'avons perdue, nous ne la savons plus. L'art, le récit, la littérature, mais aussi bien la peinture ou la sculpture, serait comme le reste d'une origine enfuie, le rite nouveau d'un rite ancien. Quand on parle de création, on parle en effet d'une tâche difficile, parce que toute création suppose une action, un faire, mais d'un certain type, inédit. Sinon, il n'y a pas de création et la chose produite ne peut pas porter ce nom. Le chemin du rite, à cet égard, lui serait peut-être opposé, lui qui demande une action en fonction d'un ordre postulé, symbolique ou rêvé par une communauté ou une culture. Là où il faut du neuf et de l'inédit, ici il faut la répétition et du même. Après, j'étais sensible à ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de l'itération et la différence. Il y a quelque chose à faire sur itération et différence, évidemment. C'est-à-dire que reproduire des gestes ne veut pas dire que l'identique est au bout du chemin. Pour aller vite et pour caler dans un premier temps les choses, je suis parti de cette dichotomie qui paraît évidente à chacun, même si ce n'est pas spécialement juste bout en bout. Mais on voit qu'il y a deux mouvements qui s'opèrent en partant de cet extrait d'Agamben. Il y a le récit comme tel qui serait le lieu d'un nouveau rite, et puis le feu et la prière en tant que tel qui serait le rite original, le rite ancien. Et je me suis servi de ces deux aspects, de ces deux mouvements, de ces deux positions,
pour schématiser, peut-être caricaturer, vous me le direz, si c'est le cas, ce qui serait une position de l'art, la création de la littérature et des arts au XIXe siècle, et par opposition, contrepoint, aux prolongations même, ce que serait la création de la littérature ou l'art au XXe siècle. C'est-à-dire qu'au XVIIIe, on pourrait imaginer que c'est le règne du récit. D'accord, on sait qu'il y a une origine, qu'il y a des prières, qu'il y a eu le feu, mais c'est le grand sacre de la littérature, de ce qui raconte, de ce qui a eu lieu, d'une mise en forme de ce qui fut, mais d'une célébration du résultat du fait de raconter ce qui a été. Alors que dans un mouvement dont on verra la bascule, le XXe siècle a été une tentative de nier cette médiation du récit, quelque part même nier peut-être la littérature, mais d'essayer de retrouver un accès immédiat au feu et à la prière, avec des résultats qui peuvent être bons et intéressants, et parfois aussi terribles et terrifiants. Pourtant, au départ, on pourrait dire que les choses avaient été simples, ou que le projet moderne, dans sa formulation, avait voulu schématiser les choses au point de rendre la raison dominante, le progrès pour tous à la portée de chacun, et que voilà, il y avait une raison universellement partagée. Si on prend par exemple la définition d'un des grands défenseurs d'école Chicago de la modernité ou d'une idée de la civilisation, qui est Léo Strauss, il essayait le projet de la raison ainsi, qui doit régler la conduite humaine. Elle a deux aspects, la raison, qui doit définir la civilisation. Elle règle la conduite humaine et elle tente de comprendre tout ce que l'homme peut comprendre. Et il cite, et je le cite, « Les piliers de la civilisation, disait-il dans une célèbre conférence de 1941 sur le nihilisme allemand, sont la morale et la science, et les deux ensemble. » C'est-à-dire la raison qui doit comprendre et la raison qui doit dicter l'action. Autrement dit, toute civilisation moderne ou ancienne, selon lui, suppose une culture de la raison en tant que lieu d'un agencement entre philosophie pratique et une philosophie théorique, la pratique étant guidée par une idée théorique. L'action étant vide si elle ne s'appuie pas sur un fondement, une idée directrice, un lieu thétique qui induise l'action. Il est symptomatique à cet égard que Léo Strauss écarte l'art dans cette conférence, la création comme un pilier de la civilisation. Parce que pour lui, justement, l'art serait trop chamoiré, trop chatoyant, trop pouvant s'immiscer dans des zones obscures dont la raison n'aurait pas besoin. Or, on sait qu'au XIXe, bien sûr, tous ces principes se mettent en œuvre, le progrès, après la Révolution française, enfin tout le régime des Lumières, mais qu'aussi la Révolution française et ses succédanés au XIXe siècle ont créé ce qu'on a pu appeler des religions civiles ou des nouveaux cultes ou des nouveaux ordres. Par exemple, Auguste Comte, qui passe pour le plus grand des positivistes et qui s'est défendu comme tel, à la fin de son livre, je ne sais plus comment il s'appelle, défendu vraiment les principes d'une religion civile, en employant le mot de religion, une religion civile. Mais la modernité, dans sa volonté, quand même, était, on le sait, une volonté de forclore le feu et la prière, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de communauté qui puisse s'y rattacher, qu'il n'y puisse y avoir de passage secret, qu'il puisse y avoir quelque part de paroles qui ne soient pas pour tous et chacun, et qui ne soient pas cantonnées à un monde initiatique ou ritualisé. La modernité voulait la science, la raison universelle, le partageable, sans la médiation des affects, de la forme ou des intuitions qui sont liées au rite. Or, je pense que depuis quelques années, quand même, cette vision du 19e a pu être battue en brèche. Et je pense par exemple à quelqu'un comme Philippe Meuret, qui par ailleurs a pu avoir des écrits assez grincheux, voire très réactionnaires. Mais enfin, à une époque, il a écrit le 19e siècle à travers les âges, qui pointe bien, en fait, ce qui s'est passé en sous-main, quand même, au 19e siècle, ou dans ce revers ou cette doublure de la modernité. C'est-à-dire que la contrepartie, le refoulé de cette raison universelle qui avance, ils sont compris dans les sciences, la politique ou les arts, a toujours eu quand même en même temps d'autres formes qui sont rattachées à cette idée de la prière et du feu ou du récit qu'on peut en faire au XIXe siècle. Je vais prendre cette citation de Murray qu'il écrivait dans une réédition de son livre, donc le XIXe siècle à travers les âges, qui me paraît bien pointer ce moment de cohabitation nié par les acteurs eux-mêmes ou par une certaine historiographie, mais qui en fait a été structurant pour tout le XIXe siècle et contient en lui-même, si l'on veut, la bête que le XXe siècle pourra faire ressurgir.
Armé de l'idée que l'on pouvait enfin cesser de traiter les anecdotes occultistes comme un simple fratras de délire et les voir en tant qu'ensemble d'informations sur la marche à la modernité, je n'ai pas eu trop d'efforts à déployer pour faire sortir le rationalisme de ses gonds, et encore moins pour démontrer que les occultismes étaient des formes de progressisme qui s'étaient à peine ignorées, ou pour faire de l'occultisme un projet complet de la société, et symétriquement, vraiment symétriquement, du socialisme, un rêve mystique d'un autre monde, une manière d'occultisme incapable de réfléchir à sa propre fondation. Il s'agissait de faire dialoguer toute la bibliothèque et l'histoire, de se demander à quelle nécessité politique obéissait Hugo en exil lorsqu'il faisait tourner les tables, et pourquoi le positiviste Auguste Comte avait fondé une religion, et de quel ciel jusqu'alors était tombée l'invraisemblable série des ultimes évangiles de Zola, et comment Blanqui, le socialiste, avait composé un ouvrage sur l'éternité par les astres, et pourquoi les adeptes du magnétisme étaient apparus en première ligne sur les barricades de 48, et ce que fuyait précisément Baudelaire lorsqu'il choisit la solitude, la misère, la Belgique et l'aphasie. J'entreprenais de dresser, pour ainsi dire, l'arbre généalogique de nos fantômes. Et je pense qu'on peut remercier, en effet, cette vision très lucide de ces fantômes. Parce que ces fantômes, les fantômes, il y a eu, et puis ils sont réapparus de différentes manières au XXe siècle, dans la création, dans les arts, partout, mais aussi dans des connivences avec des actions politiques et des visions politiques du monde qui ont été meurtrières. Donc la version officielle de la modernité a une doublure, et dans son ourlet subsistent les gestes de l'art, et le retour de ce qu'on a voulu refouler, les rites du feu. Le calcul ne suffit pas, il lui faut une religion. Et c'est l'art, le sensible, qui doit venir au service de cela. Au fond, l'art a pu toujours, au XIXe siècle, fonctionner selon deux horizons, qui avaient été déjà pointés par les Allemands dans les romantiques allemands en réaction à la Révolution française. Et si on regarde, par exemple, ce texte qui s'appelle le plus ancien programme systématique de l'idéalisme allemand, était déjà construit ce micmac, quelque part, entre religion, esthétique et nouvelle mythologie. Il s'agissait d'être à la fois dans la raison, mais de construire une religion autour de la raison et de faire passer cette religion par les affects et les intuitions et le sensible. C'est dans ce fameux texte qu'il n'y a pas d'auteur, mais qui a été retrouvé par Franz Rensowex dans les papiers de Hegel, qui fait beaucoup d'encre. Mais on voit à quel point ce texte, par exemple, peut être séminal pour comprendre ce qu'explore Murray après, et pour comprendre cette espèce de deux grands axes qui ont structuré le XIXe siècle par les arts, si l'on veut, qui inventent à la fois cette figure du lettré, de l'intellectuel, de la figure publique, Hugo, Zola, ces parangons de la raison, qui doivent s'adresser à tous et à chacun, aux masses, qui doivent attirer le peuple vers le haut. Et on voit en même temps le Hugo qui va faire tourner les tables un jour à Guernesey, en effet. Et en même temps, le retour, deuxième axe, le retour des sociétés secrètes, de la bohème, Blanqui par exemple, 48, c'est-à-dire la vie des cafés, comme par exemple a pu le décrire Benjamin dans ses textes sur Baudelaire, tout cet arsenal théorique et un peu crypté, d'une pensée qui se joue auprès d'initiés, dans les cafés, enfin ce qu'on a appelé la bohème. Et on voit qu'en 19 se met en place ces deux figures, de l'intellectuel universalisant, si l'on veut quelque part, et sinon de la société, si pas secrète, en tout cas, plus fourbe ou en retrait, qui prépare une révolution, qui prépare un monde autre et qui refuse cette marche du progrès ou de l'industrialisation qui est proposée par les zélotes de l'universalisme. Et le feu et la prière ont toujours subsisté. Ce qui fait dire par exemple à quelqu'un comme Jean Clair, dans un livre qui peut paraître aussi, pour le coup, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de réactionnaires en ce moment, mais enfin, c'est intéressant comme point de vue. Dans un livre qui s'intéresse beaucoup à la généalogie de ce qui a pu conduire certains artistes ou intellectuels allemands à se commettre avec le nazisme, il pointe en effet, au tournant du siècle, cette question de l'art qui ne sait pas très bien où se situer. Et il y a cette phrase qui dit: prise entre deux tensions contraires, l'une issue de l'irrationalisme du Volksgeist, donc de l'esprit du peuple, ou de tout ce qui est attachement à la culture, au rite, enfin, peu importe, à tout ce que vous voyez, je veux dire, la configuration intuitive plutôt que rationnelle, l'autre d'un savoir scientifique de l'ordre de l'universel. La démarche artistique perdrait toute unité organique et toute cohérence. Donc on voit que le XIXe siècle laisse quelque part une idée de l'art, si pas en lambeaux, du moins tiraillée entre deux horizons,
entre les Lumières et les Romantiques, si l'on veut, entre une forme de société secrète, d'initiation ou de geste qui appelle à une nouvelle liturgie. On avait parlé de Mallarmé ce matin ou cet après-midi, je ne sais plus. Les symbolistes, tout ce qu'on veut, enfin voilà, toute cette tradition-là. Et de l'autre côté, figure de l'intellectuel, pré-tradition d'Esther, enfin il y a l'affaire de Dreyfus à ce moment-là, tout ce qu'on veut, mais voilà, monter en puissance d'une forme d'universalité. On voit que l'art, le statut de la création est tiraillé entre ces deux volets et ces deux versants. Et il y a un point, mais en tout cas on reste toujours dans l'idée du récit, de la mise en forme de quelque chose, d'une origine, d'un objectif, de quelque chose qui a eu lieu, qu'il faut retrouver, le feu et la prière si l'on veut, mais qui est toujours médié par l'œuvre, par la création. On fait des livres, on invente une politique, on fait des conspirations, on fait la révolution, mais enfin il y a toujours une médiation. Et je pense qu'il y a un moment de bascule, et la date de création n'est pas anodine, en 1900, avec quelque chose qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui a une grande postérité dans l'art du XXe siècle, qui est le Monte Verita, par exemple. En 1900, un Hollandais qui s'appelle Henri Oudenkoven, à Ascona, en Suisse, va sur le Monte Verita et crée une communauté qui se veut de vie et artistique. Alors tout le monde y est passé. Il y a eu différentes périodes, mais tout le monde y est passé. Et l'idée était de retrouver, en réaction, là vraiment c'était très clair, à une forme de modernité, un accès à l'art et à la création qui était en espèce d'accointance étroite avec la nature, la nourriture, le groupe, l'initiation, voire le rite, et le rite plutôt païen. Enfin, alors il y a à la fois du bon et du pire. Tout le monde est passé. Il y a par exemple Paul Klee, Hugo Boll, qui a fondé Dada après. Hans Bloch finit l'esprit d'utopie là-bas. Donc il y avait plein de bonnes intentions, mais aussi une version plus spiritualiste, à la Rudolf Steiner par exemple, plus société secrète, plus rite d'initiation. Et on voit que là se crée un petit chaudron qui aura une postérité absolument importante dans le XXe siècle, aussi bien dans une politique où beaucoup de gens qui sont passés par Monte Verita ont accentué cette espèce de pré-hygiénisme, pré-véganisme, tendance fascisante, qui a pu trouver des formes d'expression, y compris dans la danse, notamment dans les nazismes et dans les chorégraphies de Nuremberg et d'autres, mais qui a pu avoir le meilleur. Paul Klee, par exemple, Mussam, Toller, qui étaient des grands acteurs de la révolution en Bavière en 19, sont passés là aussi. Mais en tout cas, dans le champ de l'art, un des grands spécialistes de ça, par exemple, après, a fait des grandes expositions de ça, c'est, je ne sais plus, c'est vous, Sofiane, je crois qu'on avait parlé, c'est Harold Zeman, pour qui Monte Verita était vraiment séminal et essentiel. Et qui a donné lieu à toute cette mythologie, en effet individuelle, ou du culte de l'artiste ou de l'art, comme, si pas gourou, leader d'une communauté à venir ou à inventer, d'un geste de création qui doit être le précurseur d'une nouvelle forme de société. Alors, par exemple, une des grandes figures de cet héritage-là, ça a été Joseph Beuys, qui lui-même a joué l'héritage parfois à Blut and Blooden des nazis. Enfin, c'est toujours très ambigu, mais chez Joseph Beuys, il y a cette idée vraiment d'être l'artiste, comme ce qu'il disait, un metteur d'ondes énergiques avec ses étudiants. Il devait faire partager cette énergie et créer une espèce de boule de feu qui allait enflammer la société, afin que tout le monde devienne artiste et créer un monde autre et nouveau, mais en même temps avec toujours cette figure incarnée par l'artiste, et qui est Joseph Beuys, avec le culte presque d'une personnalité. Alors il y a quelques exemples évidemment où on peut mettre le curseur à différents endroits, où le rite, l'idée d'initiation, de retour au feu et à la prière sans la médiation du récit ont été percutants. Ça peut aller de Dada avec Hugo Boll ou Wilson Beck, et Zara, où là par exemple cette idée de la destruction, de la médiation du récit passe par la destruction du langage, mais comme une révolte contre la raison qui aurait conduit à 14-18. Donc il y a une forme de noblesse à vouloir tout démolir pour chercher du nouveau, pourquoi pas. Et puis il y a eu évidemment, tous les exemples que vous connaissez, donc je ne vais pas être très long là-dessus, mais toute une série d'écrivains ou d'artistes qui ont cherché des portes ouvertes dans le réel ou par la création vers des espaces autres dans le monde. On peut penser par exemple à Bataille, il y a son idée de dépense qui est très ritualisée, Bataille et son idée de l'érotisme, où tout ça est très codifié et fait quelque part dans partie de cette quête du feu et de la prière. On peut penser à Roger Caillois aussi, il y a l'idée de la fête. On peut penser à Breton évidemment, et à l'écriture automatique ou au geste gratuit de Nadja.
Bref, il y a en tout cas un retour à l'idée de l'artiste comme individu, avec tout l'arbitraire qui en dépend. Et on voit aussi que plus on va vers le rite quelque part, plus on va vers une forme d'initiation, de recherche d'un passage secret dans le réel par la création, vers ce retour à l'origine du feu et de la prière, plus l'œuvre a tendance à disparaître. Au fond, plus on va vers ça, plus ce qui importe, ce n'est pas tant l'œuvre qu'on doit créer, que, il me semble en tout cas, la transformation que le travail va effectuer sur soi, c'est-à-dire sur l'artiste et sur le devenir artiste. Je prends par exemple le cas d'Artaud, bien sûr, mais aussi d'Yves Klein avec la peinture, qui à un moment donné, quand il crée, ne veut même plus faire de la peinture, mais ne veut plus que ce soit qu'à l'alibi pour que lui, comme artiste, soit défini comme peintre. Peu importe l'œuvre qui va derrière à l'arrivée. On peut penser aussi à René Daumal, par exemple, et à tous les poètes du grand jeu, avec Roger Gilbert-Lecomte. Daumal, le mot analogue, c'est ça, ce n'est qu'une espèce de quête par un certain nombre de procédés dispositifs initiatiques, d'ouvrir une brèche qui ne crée pas une œuvre à la limite, mais l'œuvre n'est que le projet d'un horizon qui sera la transformation de soi. Évidemment, quand ça foire ou qu'on est plus fragile, on peut prendre l'exemple de son comparse Roger Gilbert-Lecomte, c'est la drogue ou l'alcool, et jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'addiction devient, quelque part, le symptôme de cette quête qui ne trouve plus d'issue. On peut penser aussi, et là je peux revenir à Genet et la sexualité. Drogue, alcool, sexualité peuvent être des formes de passage raté quelque part, ou de passage morbide vers cette quête du feu et de la prière. Et puis après, des exemples plus tragiques et plus cocasses, mais enfin on peut penser, et ça c'est vraiment, et on peut revenir à Zeman, mais enfin tous les actionnistes viennois par exemple, c'est presque caricatural, mais des gens comme Ernst Nietzsche ou Otto Mühl ont été à tel point dans une forme de littéralité par rapport à cet héritage que ça a été même jusqu'à la prison pour Otto Mühl. C'est-à-dire qu'il y a eu toutes les logiques que l'on veut de sacrifices, d'animaux, de sang, enfin vraiment le côté sectaire qui tournait à plein régime, avec toujours l'idée qu'il y avait un leader charismatique d'un côté et puis une série de connaissances et de savoirs à faire partager dans le but d'un exorcisme, mais dans l'idée toujours de retrouver quelque chose d'original, d'originaire, de fondement, qui serait de l'ordre, une fois de plus, du feu et de la prière. Mais on voit donc que chaque fois, ça se fait au détriment de l'œuvre ou du résultat. Chaque fois, il s'agit de créer soit un individu qui se transforme, soit une collectivité, une communauté qui s'associe quelque part. Mais que l'œuvre en tant que telle commence à empathie. Dès qu'on est dans le refus d'une médiation par le récit qui aurait été le nouveau rite du XIXe siècle, et qu'on veut retrouver plutôt le rite directement sans médiation, le rite de la prière, comme le premier rabbin dans le récit d'Agamben. Alors tout ça supposait évidemment cette partition moderne, ce conflit entre civilisation et culture, ce conflit entre communauté, individualité, œuvre, universalité et récit initiatique, si l'on veut. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Ça supposait que l'on se pense toujours qu'il y ait une origine, ou qu'il y ait eu feu et prière. Peut-être qu'il n'y en a pas eu. Peut-être n'avons-nous, pour reprendre une expression de Bruno Latour qui a eu beaucoup de succès, peut-être n'avons-nous jamais été modernes, et que toujours, comme l'a montré déjà Muret pour le XIXe siècle, toujours toutes les choses ont été imbriquées et emmêlées. Mais peut-être aussi, pire que ça, vivons-nous aujourd'hui, et ça je voudrais reprendre l'expression d'un philosophe pas peu connu, mais enfin qui mérite de l'être plus, mais qui a une vraie postérité auprès de certaines personnes qui comptent, je pense, dans la philosophie aujourd'hui, dont Agamben, qui est Rainer Schurman, qui a dit que peut-être tout ça était le résultat un peu faible, quelque part, de principes hégémoniques qui étaient brisés. Il a parlé pour ces principes de fantasmes, en fait, et qu'après-guerre, après 1945, on n'a plus pu se voiler la face et se dire que tout ce que la modernité ou l'Antiquité avait inventé, c'est-à-dire pour lui, enfin on peut discuter ce terme-là, mais la question de l'un chez les Grecs, la question de la nature chez les Latins, la question de Dieu ensuite, et la question du sujet sur le moderne, tout ça ont été des fictions, des fantasmes, des référents ultimes qui ont été utiles pour référer l'action à un principe. Je reviens un peu à ce que je disais au départ, mais que ce principe aujourd'hui
on ne peut plus y croire. Enfin, on est obligé de lever le fantasme. Ils peuvent être encore opérants, mais ils fonctionnent de manière hypocrite. Et que donc, on est obligé de vivre dans ces hégémonies brisées où il n'y aurait plus que des singularités. Donc, il n'y aura plus rien qui pourrait guider l'action de manière ferme. Et que donc, il n'y aurait plus de chemin établi ni vers la forme du récit, ni vers la prière et le feu, quelque part. Et si je prends quelques exemples, par exemple, de ce qui se passe maintenant, aujourd'hui ou après le moderne, on peut se rendre compte qu'il y a un retour, par moment, au chamanisme en art, au rituel chez certains artistes, au rite et au code dans certains films. Par exemple, prenons la Biennale de Venise là, cette année, il y a Pavillon des chamans, par exemple. Bon, pourquoi pas ? Sauf qu'on voit bien que l'intention peut être louable, il s'agit presque d'une prière ou d'une invocation ou d'une idée, mais qui serait presque sur le registre de la comédie ou du geste, mais on sait bien qu'on n'invoque plus rien ou qu'on ne retrouve plus rien, mais qu'il s'agit de se rappeler que peut-être ça a pu exister, mais qu'en tout cas le socle n'est plus autre que presque comique ou bête, ou bien de l'ordre de la prière ou de l'incantation, que quelque chose arrive. Mais qu'est-ce que ça pourrait être plus que quelque chose arrive, parce que quelque part aujourd'hui on est perdu, voilà, on a perdu ses référents. On peut penser aussi, dans un autre registre, à un artiste extrêmement délicat et qui a réussi pour le coup à contourner le problème ou de la communauté ou du culte de soi, qui est Romano Palca, qui a chaque fois, tous les jours, associé son existence à ce qu'il faisait dans une forme d'épuisement rituel de ce que c'était que la création, par le temps et le devenir jusqu'à sa mort. Et on peut penser aussi, et là aussi je trouve que ça témoigne très très bien de ce que serait justement cette action suspendue dans le vide, cette action ou cette création qui n'a plus de référent ultime auquel s'adjoindre, les films de Jarmusch, qui est un des grands Manitou ritualistes de l'art contemporain, qui fasse du cinéma peu importe, mais enfin moi je peux le considérer comme un grand artiste contemporain. Quand on regarde des films comme Ghost Dog ou bien The Limit of Control ou plus récemment Only Lovers Left Alive, tous ces films tournent autour de rituels, mais qui sont comme suspendus. Et je ne sais pas si vous avez le même sentiment, les films de Jarmusch, j'ai l'impression que c'est toujours un peu ouateux et que c'est éthéré, quoi. Ça flotte suspendu dans son geste de création, mais qu'on ne peut pas envoyer à rien, ça tient tout seul. Ça tient tout seul parce que ce rituel est là pour, et je reprendrai l'exemple de l'expression de Myriam que Sofiane aussi avait cité tout à l'heure, pour que le cœur partagé du vide soit mis en commun, quoi, soit là, enfin, soit partagé. Mais on voit bien qu'il n'y a même plus de quête. Il y a l'idée de récit, mais il n'y a plus la quête du feu et de la prière, ou c'est la réactivation. Il n'y a plus de dire voilà où nous sommes, voilà ce que l'on peut faire encore pour habiter le monde. Et alors sans mauvais jeu de mots, et ce sera un peu ma conclusion, comme si pas un pied de nez, mais enfin une invitation à déplacer le regard, on pourrait dire qu'on a affaire du coup à une forme de chaos qui doit être mis en forme, pour reprendre une expression de Deleuze. Et plutôt que lui parler de rite et tout, il disait finalement si on a besoin de lieux de pensée ou de lieux de création, de réhabiter quelque part pour pouvoir simplement être au monde, il avait invoqué dans Mille Plateaux l'idée de ritournelle. Entre rite et ritournelle, je pense qu'il y a quelque chose qui doit se jouer, dans la mesure où la ritournelle est cette petite chanson que va entonner l'enfant, par exemple, pour se rassurer avant d'aller dormir. La ritournelle est ce qui va directement circonscrire par une répétition et des boucles un espace habitable dans le monde qui, s'il ne protège pas, permet peut-être de récupérer quelques forces pour agir et créer. Je vous remercie.